La situation n'est pas bonne dans la plaine de la Ruzizi et dans les hauts plateaux, dans la province du Sud Kivu. Il y a des combats qui s'enregistrent, des bombes qui explosent et qui tuent des civils. Ça continue encore dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Et sur le plan diplomatique, il y a un balai diplomatique important, en tout cas, à l'Est de la République démocratique du Congo, à Kinshasa, à Gitega et à Kigali, pour essayer d'avoir une solution à la crise. Nous allons faire cette rétrospective sur cette note avec Jospin Hangui qui est avec moi sur ces plateaux. Jospin, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup. Bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. Nous allons parler de la vie de Congolais à l'est de la République démocratique du Congo, dans la plaine de la Ruzizi, dans les hauts plateaux. La situation n'est pas bonne. Les affrontements continuent jusqu'à aujourd'hui. Des combats s'enregistrent du jour le jour. C'est une nouvelle escalade dans la province du Sud Kivu, escalade de conflits bien sûr, dans cette crise qui oppose les forces armées congolaises à l'F-123, appuyées par les Twirwaneho, et les forces congolaises appuyées par l'armée burundaise et les miliciens Wazalendo. Pourtant, après le retrait de l'F-123, le retrait définitif du 17 janvier à Uvira, on a cru que les populations de cette région allaient quand même observer une accalmie, parce qu'on s'attendait à ce que l'F-123 reste sur ces dernières positions et que les FRDC ou les forces burundaises gardent aussi leur position. D'Uvira et de Makobola, si on avançait vers le sud de la ville, afin d'observer quand même ce cessez-le-feu unilatéral qui avait été annoncé par l'F-123, mais ça n'a pas été le cas. Juste quelques jours après, des violents combats ont repris d'abord dans le haut plateau d'Uvira et de Fizi jusqu'à la reprise des points zéro par les forces armées de la RDC appuyées par l'armée burundaise. C'est Mais, un point très mais stratégique. des sources par rapport, par exemple, à Pont Zéro, on Mhm. indique qu'il y a eu des bombardements terribles, également des civils banyamulènes qui ont été victimes de ces bombardements. Oui, vous savez, c'est un village habité par Banyamulenge jusqu'à Rugezi et tout près de Minembwe, selon un notable, et pas n'importe lequel de la région, Moïse Nyarugabo. Il y aurait au moins 3 drones des FARDC qui étaient mis en jeu pour bombarder tous ces villages-là jusqu'à Rugezi, Point Zéro, et plusieurs civils seraient victimes. Au moins 34 bombes auraient été lancées dans cette zone à habiter pour parvenir à la reprise des points zéro qui étaient déjà tombés entre les mains de Twirwaneho, appuyé par le M23. C'est un regain de conflit dans cette région. Ça continue, Blaise. Malheureusement, après la situation d'Uvira, plusieurs habitants de la région ont commencé à espérer peut-être un cessez-le-feu afin que la voie diplomatique se poursuive. Mais ça va être compliqué dans cette région parce que vous allez vous rappeler que c'est le gouverneur du Sud Kivu sous le régime de Kinshasa qui a annoncé qu'il y aura des grandes offensives pour reprendre toute la plaine de la Ruzizi jusqu'à Kamanyola et avancer Ça veut dire à que Bukavu nous et sommes dans Goma. une phase où les combats ne vont pas s'arrêter. C'est ça le langage peut-être de guerre qui a été proclamé par le gouverneur. Et juste après, les offensives ont repris dans le plan de la Ruzizi. Parce que nous savions qu'il y avait des combats, bien sûr, dans le haut plateau, mais côté plein de la Ruzizi, depuis la prise d'Ouvira, il n'y avait pas de combat dans cette zone-là. Parce que les Burundais s'étaient déjà repliés, les Wazalindou étaient très loin de la zone, jusqu'à Makobola 2. Il était impossible qu'il y ait des combats dans la plaine de la Ruzizi. Mais depuis la reprise d'Uvira et les retours des militaires burundais que nous avions annoncés ici, sur Kivu Morning Post, juste 2 jours après la prise d'Uvira, il y a d'autres unités, des militaires burundais qui étaient entrés à Uvira et qui s'étaient déployés vers la plaine de la Ruzizi. Parce que côté Makobola, il y a beaucoup d'autres troupes burundaises dans le haut plateau qui sont en train de combattre aux côtés des FARDC. Mais côté plaine de la Ruzizi, il y avait un petit vide jusqu'à Kiliba où l'F-123 commençait à contrôler le reste de cet espace. Et voilà, après ce discours-là de guerre
déclarés par le gouverneur Porossi et ces retours ou ces redéploiements des forces burundaises, le résultat est là dans la plaine. Il y a déjà des combats dans toute la zone Mhm. de Kigoma, Et d'ailleurs, à dans Sangue, tout ce village de il y a Kigoma. encore mort des civils. Certaines sources parlent des 5 morts déjà sur place. Une bombe qui a été larguée, qui a causé des dégâts. La question qu'on se pose maintenant, Mhm. alors que d'un côté, l'Union africaine tente de trouver une solution à la crise, les forces sur place qui s'affrontent Mhm. toujours, n'est-ce pas une contradiction entre les deux démarches? Ouais, c'est une contradiction. Comme depuis le début, parlons d'abord de Sangué, nous Mhm, avons contacté un médecin, un infirmier plutôt de l'hôpital général de Ruzizi qui nous a confirmé le fait. Il y mhm, a plusieurs blessés, au moins 6 blessés qui sont pris en charge dans cet hôpital-là et il y a carence de sang. mhm, C'est une alerte que nous lançons à travers cette émission. Et les autorités sanitaires ont mobilisé la population de Sangué pour donner les sangs parce que les blessés ont besoin des sangs. Et au moins 4 personnes sont mortes dans cette explosion qu'il y a eu au marché de Sangué. Mais je venais de lire aussi un communiqué signé par Lawrence Kanuka, porte-parole de la 120, lui qui parle de 5 de 5 morts morts déjà. et qui Mhm, accuse l'armée congolaise et ses alliés burundais d'être à la base de cette tragédie. mhm, Bon, selon les sources que nous avons contactées sur place, les habitants ne savent pas dire c'est qui a peut-être largué cette bombe, mais il y a quand même quelques évidences. Je pense que Sang est jusqu'à preuve du contraire contrôlé par l'AFC M23, mhm. c'est-à-dire que Et les FARDC tentent de de reprendre. reprendre, Mhm, c'est une déclaration qui a été faite par le gouverneur Porossi, c'est un aveu de guerre. Il veut que les troupes puissent continuer afin qu'ils se sentent sécurisés à Ouvira. C'est mhm. évident parce que si le 1-23 est à Kiliba, c'est difficile que Ouvira reprenne en tout cas toutes les activités administratives, Mhm. même si le gouverneur venait de revenir dans la ville, mais il n'y passe pas encore nuit, il a encore peur pour sa sécurité parce qu'il sait que les troupes de la 121 ne sont pas très loin de lui. D'ailleurs, à ce sujet, Mhm. le Burundi aussi, à travers un autre gouvernement que nous avons suivi, reste dubitatif au sujet de la réouverture de la frontière de Gatumba entre la Alors que RDC. c'est annoncé par les C'est gouverneurs. Mhm. ça, le gouverneur Porus, lui, a rassuré, côté congolais, que la frontière de Kavimvira sera rouverte, mais côté burundais, il y a encore beaucoup de peur. Le Burundi reste dubitatif à ce sujet parce que selon Gitega, la région n'est pas encore sécurisée. Mhm. Il faut qu'il y ait beaucoup de garanties sécuritaires. Malheureusement, le Burundi aussi est partie prenante au conflit. Il y a des militaires burundais qui sont déployés dans le plan de la Ruzizi, c'est-à-dire que le Burundi aussi participe à cette insécurité de la région et conscient de cela, il ne voudrait pas directement rouvrir cette frontière parce que on a aussi annoncé la reprise du trafic entre Uvira et Kalemi dans le Mhm. Tanganyika et la reprise du trafic lacustre. Mais sur ce côté-là aussi, rien n'est rassurant, sachant que dans le haut plateau, il y a des combats, Mhm. sachant que quand point zéro était encore entre les mains de Touranero, c'est un point stratégique qui relie le territoire de Fizi à celui d'Uvira et de Mwenga Mhm. et qui ouvre aussi une voie sur le maniement. Mhm. Donc c'est un point stratégique par lequel le Touranero pouvait avancer vers Baraka. Une fois Baraka tombé, avancer peut-être encore vers Fizi Centre et puis venir engouffrer les Wazalines qui sont à Uvira et à Makobola. C'est Mhm. ça peut-être le plan que les Wazalines ou les FRDC ont redouté pour forcer cette reprise de point zéro. Et ça prouve que les combats vont se poursuivre dans cette partie parce que vous parliez tout de suite des initiatives de l'Union africaine. Mhm. Est-ce qu'on peut donner Mais chance, voilà. est-ce qu'on peut donner chance à ces initiatives? Déjà, la première démarche, c'était de demander aux parties prenantes au conflit Mhm. d'arrêter avec les combats. D'ailleurs, l'M23 a dit le faire de bonne foi pour donner chance au processus de paix. Mhm. Est-ce qu'on peut encore donner chance à ces processus de l'Union africaine? Bon, on continuera toujours à donner chance à chaque processus diplomatique qui promeut une solution politique et pacifique au conflit. Particulièrement ces processus-là est un peu
avantageux parce que il est à deux volets. Mhm. Le volet d'abord interne en RDC. Les médiateurs de l'Union africaine soutiennent le dialogue Inclusif. inclusif qui sera Mhm. organisé par Félix Tshisekedi, qui va inviter les opposants politiques peut-être, et armés. Même si à ce sujet aussi, il y a encore beaucoup de doutes. Mhm. Presque tous les grands opposants, pour ne pas dire tous les opposants, sont en exil. Mhm. Ceux qui sont restés à Kinshasa sont muselés, ils ne parlent plus. Tout le monde qui essaie un peu de lever la tête, on le tape dessus. Il est en dolo ou Amakala. dans d'autres prisons. Le dernier à partir, c'était cette Kikuni. Maintenant, on ne sait pas par quel mécanisme on va inviter tous ces opposants-là. Surtout que Mouya avait dit que le dialogue allait se tenir à Kinshasa. On va demander quand même à Kabila de se rendre à Kinshasa, à Katumbi aujourd'hui, ou à cette Kikuni qui est le dernier. Même à Matata Pone, on ne demandera pas de venir à Kinshasa. Ça, Même à Nanga. il ne peut pas aller à Kinshasa parce que voilà, l'opposition armée aussi sera conviée. C'est là où il y a encore un problème. Je pense que peut-être ce qui va se dépasser de cette exigence, il va se soumettre aux propositions de l'Union africaine qui pourra peut-être désigner un autre pays pour abriter ce dialogue d'abord national, inclusif à l'interne. Mais non, dans la sous-région, parce qu'il y a déjà cette délégation des médiateurs de l'Union africaine Qui quitte Kinshasa, voilà, Kigali, jusqu'à qui était à Kigali, elle va se rendre à Kinshasa, il sera aussi à Gitega. Il y a aussi une délégation du panel africain qui a été reçue par Félix Tshisekedi à Kinshasa cette semaine avec des anciens chefs d'État, notamment Obasanjo, l'ancien chef de l'État nigérien. Avec ces panels-là, avec Faure Gnassingbé, le facilitateur désigné de l'Union africaine, la démarche est de réunir Tshisekedi, Kagame et Ndayishimiye. Parce que c'est sur cet espace-là, c'est sur la région de trois pays que le conflit s'intensifie. Il faut d'abord, à ces sujets, faire tout pour que la guerre ne soit pas régionale. Voilà, c'est parce que la guerre est en train de s'étaler à la régionale. Déjà, le Burundi qui s'assume avec le déploiement des troupes, le Burundi qui avait fermé la frontière avec Uvira à la prise de la ville par la F-123, c'était une position claire et nette qu'il avait montré, qu'il soutenait Kinshasa. La F-123 qui est aussi accusé d'être soutenu par le Rwanda. D'ailleurs, à ces sujets, il y a un éclairage utile au courant de cette semaine. Différence entre une collaboration et un soutien. Un soutien, voilà, c'est cet aspect-là régional. Pour Corneille Nangaa, qui est coordinateur politique de l'F-123, oui, il existe cette collaboration, notamment en matière de sécurité. Est-ce que cette communication était bénéfique pour l'M23 ? Dans la lutte contre les FDLR, il y a eu même des échanges. Vous avez couvert ces échanges à maintes reprises, des rapatriements des FDLR qui quittent des familles ou des dépendants des FDLR qui quittent le Congo vers le Rwanda. Ça, c'est une collaboration déjà transfrontalière. Le trafic est fluide chaque jour jusqu'à 0h à la grande barrière de Goma, à la petite barrière jusqu'à 18h. Les Congolais échangent avec les Rwandais, les Congolais de Goma et de Bukavu, deux zones contrôlées par la 123. Ça, c'est une collaboration. Avec l'Ouganda aussi. Ça, c'est une collaboration. D'ailleurs, à ce sujet, je pense que même le gouvernement de Kinshasa collabore avec la 123 parce qu'il y a un mécanisme tripartite RDC, M23, ACR. Oui, qui avait même abouti à l'échange. Non, on va faire des prisonniers politiques. On va faire des précisions. Et selon Chantal Mourekatete, il existe un accord entre le Rwanda, la RDC et les ACR. Et le M23 se retrouve comme autorité des faits dans la zone et exécute déjà la partie congolaise. La partie congolaise. Voilà, c'est ça en fait. Déjà, ça, c'est aussi une collaboration. C'est aussi une collaboration en d'autres termes. Et à ce sujet, Nangaa a avoué, il a accepté que cette collaboration existe. Mais il a aussi rajouté l'Ouganda. C'est un autre pays avec lequel la 123 collabore par des échanges transfrontaliers à Bunagana, Kitagoma et un peu ailleurs. Il y a aussi des documents de migration délivrés par l'F-123 qui passent au Rwanda et en Ouganda. C'est une autre collaboration, c'est pas là le sujet. Mais là où je voulais en finir, c'est dire qu'il y a déjà un aspect régional dans ce conflit. Quand le Rwanda est accusé ou est impliqué par cette collaboration et par cette proximité avec les zones
contrôlé par la M23, mais aussi par cette présence des FDLR sur le sol congolais. Mhm. Il y a toujours cette implication du Rwanda. C'est pourquoi le Rwanda est invité à Doha, tout comme à Washington. Mhm. Mais le Burundi, aujourd'hui, c'est indiscutablement partie prenante au conflit. Par le déploiement des militaires burundais sur le sol congolais, par cette proximité avec les zones contrôlées par la FC-M23, Mhm. le Burundi aussi est partie prenante. Le Burundi qui accuse des fois ces rebelles qui sont sur le sol congolais de coaliser avec la FC-M23, justifiant peut-être ces interventions. Nous sentons que déjà l'ancrage régional n'est plus redoutable dans ce conflit. Donc l'Union africaine souhaite alors rencontrer les trois présidents Mhm. pour qu'ils se mettent d'accord sur une désescalade du conflit avant d'aller sur d'autres champs, notamment à Doha, Washington, ou de rentrer sur le dialogue interterritorial organisé en RDC ou à l'extérieur, mais par des acteurs congolais. La guerre ne profite à aucune des parties. Il faudra qu'on puisse se mettre autour d'une même table et parler pour soulager la souffrance des populations de l'Est. Les deux éléphants se battent, mais il y a les herbes qui souffrent. Et ces herbes, c'est nous, population civile, non armée. Et d'ailleurs, la plupart des habitants ne comprennent même pas le vrai enjeu de cette guerre. Ça veut dire les grands acteurs politiques doivent parler le même langage pour qu'enfin on puisse mettre fin à cette souffrance. C'est quand même une souffrance de trop. Pensez à ça et les cœurs humains pour essayer de continuer toujours à trouver des solutions pour les populations. C'est sur cette note que nous allons mettre un point final à cette émission, la rétrospective sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.